Et à présent, notre partenaire du lundi, tout de suite, voilà, avec la revue politique et notre invité en direct avec nous, Varia Demertis, rédactrice en chef. Bonjour Varia Demertis. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. On va bien sûr nous intéresser au dernier dossier de politique sur les inégalités environnementales. Alors, une première question, si vous le voulez bien, pour commencer. Pourquoi le choix, tout d'abord, de ce vaste sujet aujourd'hui, en ces temps de crise sanitaire ? C'est une idée qu'on avait déjà depuis un certain temps à politique de travailler sur la question environnementale et ses liens avec la question sociale. Et il s'est avéré qu'avec la crise du Covid, ces liens ont été fortement renforcés. Alors, on a tendance à considérer de manière générale que, ou en tout cas on tend à nous faire croire que le réchauffement climatique, justement, puisqu'il touche tout le monde, aurait une valeur égalitaire finalement par rapport à la population, ce qui est loin d'être le cas. Et on voulait justement revenir sur ces inégalités flagrantes en matière de réchauffement climatique, de son impact et de la manière de le ressentir, et également dans la manière de produire ce réchauffement climatique. Pour nous, avec particulièrement les mobilisations climatiques de 2019, avec la crise sanitaire qui a des liens très forts sur les questions environnementales et également un impact énorme en matière de questions sociales, on l'a déjà traité dans un autre numéro cet été, il était absolument évident de pouvoir travailler sur ces questions-là et de pouvoir offrir un peu une réflexion à la gauche qui sorte un peu des sentiers battus et qui ne se base pas uniquement sur des thèmes de campagne politique assez classiques, mais où on puisse aller vraiment au fond des choses, aller creuser les questions. Alors, on n'apporte pas toutes les réponses, loin de là, mais on suscite pas mal de questionnements et pas mal d'interrogations sur la manière de prendre en considération ces deux enjeux. Alors, vous précisez qu'à l'origine de ce numéro 114 de politique, on retrouve notamment l'épisode des Gilets jaunes. Cet épisode a été, selon vous, l'un des éléments déclencheurs ? En tout cas, c'est un élément qui a mis en lumière la difficulté, la tension inhérente entre les enjeux climatiques et les enjeux sociaux et qui a probablement alerté un peu plus l'opinion publique sur ces questions-là. Le point de départ, finalement, des Gilets jaunes à l'automne 2018, c'est l'augmentation du prix du carburant, en partie liée au marché international, mais également en partie liée à une taxation environnementale. Or, cette question de la taxation environnementale pour justement travailler sur et lutter contre le réchauffement climatique, c'est tout ce qui est en jeu, finalement, dans toute le discours sur la taxation carbone, et c'est ce qui a véritablement lancé le mouvement des Gilets jaunes, qui partait de ces périphéries relativement mal desservies en transport en commun, qui avaient besoin de leur voiture pour aller travailler, et qui ont des véhicules qui sont plus anciens, qui consomment beaucoup plus d'énergie et qui sont donc plus polluants, et qui se sont trouvés fort démunis et se sont trouvés comme si on ne voyait pas justement l'inégalité sociale sous-jacente de cette politique environnementale. Alors, de quelle manière, disons plus globalement, ces enjeux environnementaux renforcent les inégalités sociales en Europe et en particulier en Belgique ? Eh bien, de différentes manières. Deux manières principales déjà de les distinguer, c'est qu'il y a des inégalités sur la manière, sur l'impact finalement de la pollution, c'est-à-dire que les catégories de la population les plus défavorisées sont beaucoup plus impactées par la pollution, notamment de l'air et des sols et des eaux, que le reste de la population. Mais il y a aussi également des inégalités flagrantes dans la manière de produire la pollution. C'est-à-dire qu'une grande partie de la pollution est le fait des catégories sociales les plus favorisées. Mmh. On peut par exemple évoquer le fait qu'un des derniers rapports d'Oxfam indiquait que entre 1990 et 2015, 5% des plus riches ont contribué à générer 35% de croissance dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a vraiment un hiatus entre à la fois ceux qui subissent le plus la pollution et ceux qui la produisent le plus. C'est finalement une sorte de double paradoxe et de double inégalité qui se superposent. Alors, vous avez évoqué ces personnes en situation de pauvreté et de précarité. Est-ce qu'il serait nécessaire de prendre en compte justement ces contextes pour mener des politiques, disons, mieux éclairées, des politiques à même de trouver des pistes et des solutions ? Je dirais même que c'est essentiel. Et la plupart des textes de terrain qu'on a pu obtenir dans notre dossier et qui sont à la disposition du lecteur sont vraiment dans cette droite lignée-là. C'est-à-dire d'abord, d'une part, il faut pouvoir intégrer les populations les plus défavorisées qu'on a tendance à mettre de côté dans l'élaboration des politiques, mais également il faut anticiper les effets pervers d'une éventuelle politique environnementale. Il faut pouvoir justement créer des mécanismes, d'une part incitants et parfois coercitifs, parce que l'incitation ne va pas suffire à effectuer les transformations profondes dont notre société a besoin. Mais dans un second temps aussi, il faut pouvoir éviter les effets pervers justement de ces taxations. On prend typiquement l'exemple de la taxation carbone qui a des effets pervers assez marquants, mais c'est aussi valable, on parlait de la pollution de l'air, mais aussi sur la rénovation des logements notamment. Or, la rénovation des logements, il y a eu pas mal de politiques
région wallonne et en région bruxelloise pour favoriser la rénovation énergétique des bâtiments, notamment privés, mais ils ont été le plus souvent utilisés et disponibles par la classe moyenne plutôt supérieure, parce que ces incitants, ces propositions n'étaient pas adaptées finalement, ni communiquées correctement à la population défavorisée. Et puis bien souvent, les populations défavorisées sont locataires et ne sont pas en mesure de pouvoir demander, exiger à leurs propriétaires d'effectuer ces transformations-là. Donc, ce sont toutes des petites informations, là, des petits éléments qui permettent de mettre en évidence à quel point finalement, pour pouvoir véritablement travailler à lutter contre le réchauffement climatique tout en gardant à l'esprit qu'il y a une forte demande et un fort besoin de redistribution sociale, il faut associer les deux dès le départ et pas simplement penser la politique environnementale d'un côté, la politique sociale de l'autre côté. Finalement, ce qui est véritablement l'un des enseignements de ce dossier, en tout cas de la manière dont on a pu le construire, de ce qu'on en a retiré comme expérience, c'est l'entrecroisement des deux matières. L'environnemental et le social ne sont pas juste deux enjeux qui se superposent, ce ne sont pas des inégalités qui se superposent les unes sur les autres, mais elles s'entrecroisent. Et donc, elles nécessitent véritablement une politique, une élaboration, une mise en œuvre notamment, parce que ça ne se joue au niveau de l'élaboration politique, donc dans la définition des objectifs, dans la formulation de la loi, mais ça se joue aussi dans ce qu'on va mettre en évidence et mettre en œuvre et vérifier, pouvoir évaluer effectivement, organiser les effets retours, vérifier que tout se mette bien en place et qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose. C'est une chose de proposer une politique qui tente de joindre les deux enjeux. Il faut pouvoir, dans un second temps, véritablement vérifier que c'est bien le cas. Alors, Varia Demertis, dans un article signé Camille Vernard sous le titre « Pourquoi le risque environnemental est pire pour les femmes ?» C'est donc une réalité. Pourquoi les femmes sont parmi les premières victimes de ce risque environnemental ? Par plusieurs biais, évidemment. D'abord, d'une part, parce que les inégalités de genre ne sont pas, encore une fois, enfin, c'est un tout multidimensionnel. C'est-à-dire que quand on parle d'inégalité environnementale, on ne parle pas seulement des enjeux sociaux et écologiques et économiques, évidemment, mais on parle également des inégalités de genre parce que c'est un prisme à travers lequel on peut voir toute la difficulté de la discussion autour de ces questions-là. D'une part, parce qu'elles sont les plus touchées lors des catastrophes naturelles qui sont causées par le réchauffement climatique. Elles sont aussi près de la moitié de la population migrante en raison de causes naturelles et elles ont un parcours particulièrement difficile dont on sait qu'il est sujet aux violences sur le chemin de l'exil, mais dans un troisième temps aussi, et pour parler plus exactement sur le territoire bruxellois et belge dans son ensemble, eh bien on assiste très clairement, et on le sait, toutes les études le démontrent, que la précarité énergétique, la précarité particulièrement dans le logement, est principalement le fait des femmes, surtout en ménage monoparental, et qu'elles ont affaire à véritablement une double peine, voire une triple peine en la matière, et que donc il faut pouvoir véritablement prendre ça en considération dans l'élaboration des politiques socio-économiques et environnementales. Alors Camille Vernard évoque par ailleurs une piste, l'écoféminisme comme forme d'espoir. Explication rapidement peut-être. Alors en deux mots, l'écoféminisme c'est un mouvement de pensée qui date déjà des années 60-70, qui a été remis à l'ordre au goût du jour depuis les 2010-2015, et qui fleurit beaucoup en matière de discours, de livres, d'interviews notamment. L'idée principale est finalement de faire la jonction entre les différents types de domination. Pardon. La domination à la fois l'exploitation sociale, l'exploitation de la terre, c'est-à-dire l'exploitation véritablement environnementale et l'exploitation du corps des femmes. Il y a donc une jonction entre ces différents types d'oppression qui est mise en évidence dans l'écoféminisme. Alors il y a différents types de courants internes par après et il y a beaucoup de débats assez intéressants sur la question, notamment sur la prise en considération également des animaux et de la manière de considérer l'éthique à considérer et à adopter en la matière. Et je vous renverrai volontiers, nous avons publié mi-décembre en ligne et donc gratuitement à disposition de tous un très bon débat sur l'écoféminisme de Camille Wernars et de Pierre Ancet, qui est disponible sur notre site web, vers lequel je vous renvoie vraiment pour une chouette information sur la question. Alors, Varia Demertis, dans ce dossier de politique, François Perle remarque que le lien entre les questions de santé et les questions environnementales a constitué souvent l'un des angles morts, selon ses propres termes, des politiques sanitaires. Alors, que faudrait-il faire justement pour avoir une meilleure visibilité ? Eh bien, une meilleure visibilité passe nécessairement par la prise en compte du risque du système. Et plus principalement, la prise en compte du risque environnemental comme un système, comme un système de... Pardon, excusez-moi, j'ai été perturbée. Par un système de
C'est pour avoir une meilleure visibilité. Prendre le risque environnemental, dans la protection sociale notamment. Et donc l'idée, c'est véritablement de considérer que la protection sociale, c'est fondé sur l'intégration du risque social comme étant véritablement lié à la santé de la population. On a pendant très longtemps occulter le risque environnemental. Alors on sait de sources sûres et avérées que l'environnement crée véritablement des inégalités de santé. 15% de la mortalité en Europe peut être attribuée de manière directe ou indirecte à des causes environnementales. Les troubles cardiovasculaires, par exemple, certes, on peut imputer le tabagisme, l'alcool, etc. Mais on sait également que la pollution atmosphérique joue un rôle excessivement important dans le développement de ces maladies. Donc en la matière, on ne peut plus maintenant, avec les données actuelles, continuer à éviter le risque environnementale dans la perception de la protection sociale. Il faut pouvoir l'intégrer de manière systémique, véritablement, dans nos systèmes et pouvoir repenser différemment la protection sociale belge basée sur des risques à la fois sociaux et environnementaux. Encore peut-être une question, une avant-dernière. L'Europe face aux défis climatiques. Alors, que peut et que doit réellement faire, notamment la Commission, pour tenter de faire bouger les lignes, Vaya? Eh bien, l'Europe, effectivement, c'est un point important et névralgique que nous avons voulu traiter absolument dans le dossier. En l'occurrence, la Commission européenne a développé depuis décembre 2019 et donc est en train de mettre en œuvre doucement et de discuter le Green Deal, c'est ce pacte social vert qui est justement l'idée d'une transition économique et écologique juste vers un autre mode de société et notamment surtout vers une forme de neutralité climatique. Alors, en l'occurrence, il y a énormément de divergences sur la manière de percevoir les choses, c'est encore à l'état de grandes discussions, mais il y a des points très intéressants à soulever, notamment en matière de financement, bien évidemment. Comment financer ce pacte social? À l'heure actuelle, il est plutôt envisagé d'être financé par les budgets nationaux et par le capital privé, et non par les fonds européens, ou très peu. Deuxième élément, c'est bien sûr de considérer qu'en fait, dans ce Green Deal, il n'y a pas véritablement de perspective en matière d'inégalité, justement, sociale. Il y a la volonté de travailler à travers les investissements sociaux, à travers l'activation de l'emploi, mais il n'y a pas la dimension redistributive qui apparaît dans les discussions européennes. Or, c'est un point fondamental sur la question. Et enfin, un dernier élément, c'est qu'en matière de gouvernance, en manière de mise en œuvre de ce pacte vert, eh bien, ça passera par le semestre européen, c'est-à-dire ce processus décisionnel qui implique la Commission, le Conseil européen, et qui permet véritablement travailler sur les questions macroéconomiques. Donc, l'angle de départ de ce pacte et dans sa mise en œuvre va être un angle macroéconomique qui n'est pas contrebalancé véritablement par un angle social. Voilà, merci Vaya. Peut-être avant de nous quitter, le mot de la fin, ou vous avez un conseil à donner à nos auditeurs pour les inciter à aller s'immerger dans ce volumineux et très intéressant dossier sur les inégalités environnementales de politique? Eh bien, je dirais justement de ne pas se laisser dégoûté par la difficulté d'appréhension d'un concept sur l'inégalité environnementale, de venir voir, il y a des cas concrets, et puis il y a surtout la volonté de pouvoir montrer à quel point les entrecroisements entre les questions sociales et environnement sont au cœur de nos vies quotidiennes, et comment elles peuvent être mises en œuvre en matière politique aussi, comme on peut essayer de faire parvenir ce débat et ces questionnements sur l'agenda public belge et européen. Voilà, merci, c'était la conclusion de Vaya Demerti. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de Politique. Merci d'avoir été avec nous en direct. Merci à vous. Et on se retrouve dans quelques instants pour l'essentiel de l'actualité bruxelloise avec Maria Bemba tout de suite.